qui va porter, qui va accompagner un mouvement populiste. Il peut y avoir une part de contradiction, tout simplement. Cette contradiction, c'est qu'on a effectivement un discours anti-intellectuel qui existe, qui est présent, mais qui s'accompagne du fait que pour se faire représenter, une partie, justement, notamment de l'extrême droite traditionnellement, aime des figures qui ont des prétentions littéraires. On a eu Charles Maurras, on a eu Léon Daudet, on a eu des figures, et même Jean-Marie Le Pen jouait à la fois de l'image rugueuse de l'ancien para au parler de rue, mais il employait aussi l'image de celui qui savait faire des discours et qui aurait été considéré comme un orateur. De ce point de vue, je pense qu'il faut pas sous-estimer la capacité des leaders d'extrême droite à utiliser aussi, avec le beau langage, avec la belle parole, un moyen de donner finalement une forme de respectabilité à eux-mêmes et à leur électorat, qui se sent reconnu, qui se sent flatté, tout simplement parce que justement ils s'expriment bien. La lutte contre l'élément étranger chez Drummond, c'est évidemment le juif, donc on voit là comment ça fonctionne. La question de l'insécurité, est-ce qu'à l'époque, elle est déjà aussi présente en politique, Pas vraiment, c'est une toile de fond, mais c'est pas un sujet qui réussit à cliver. Alors c'est présent sur un point, c'est que on a compris dès les années 1860 et surtout à la toute fin du 19e siècle, on a compris que le fait divers, ça faisait vendre. Et donc les journaux, la presse écrite, parce qu'il y a qu'elle évidemment à l'époque, les journaux donc utilisent le fait divers et vont savoir mettre en scène le fait divers, y compris pour en tirer des sortes de leçons sur notamment l'inefficacité de l'État. Donc ce discours-là, il peut exister. En revanche, il a peu d'écho. Et c'est assez intéressant dans l'enceinte parlementaire, dans le débat politique, soit parce que les dirigeants politiques considèrent que finalement ça relève des faits divers, de la presse de caniveau, soit parce que ça ne les divise pas vraiment, parce qu'au fond ils sont assez d'accord sur les recettes. Les républicains ont une vision très répressive de l'ordre social à la fin du 19e siècle. Ce qui veut dire que c'est intéressant ce que vous dites sur les faits divers, puisque là aussi, lorsqu'il y a par exemple la récidive, lorsqu'il y a une difficulté à lutter contre certains types de crimes, là en l'occurrence aujourd'hui on évoque les féminicides, eh bien on considère que l'État n'a pas pris les bonnes mesures à mon avis. Oui, c'est alors c'est toujours difficile de parler d'une spécificité française parce qu'il faudrait développer les comparaisons, mais il y a quand même une vraie caractéristique française de ce point de vue, c'est l'idée que la sécurité c'est l'affaire de l'État. Ça c'est quelque chose qui est profondément ancré, alors qui est lié à la volonté de l'État lui-même qui a voulu monopoliser cette violence légale et légitime justement, un État qui veut prendre les responsabilités pour éviter que quelqu'un d'autre ne le fasse, mais qui a tellement bien réussi à instiller cette idée que finalement la société est en droit de considérer que la réponse justement à la délinquance, c'est le problème politique. Oui, vous voulez dire que, par exemple, si l'on compare la situation en France et aux États-Unis, l'État délègue une partie de son pouvoir de maintien de l'ordre aux individus, puisque le port d'armes est autorisé et probablement ne sera pas remis en cause avant un certain temps, par un président démocrate comme Joe Biden. C'est une vraie différence en matière de pacte social. Absolument. Alors même s'il y a quelque chose d'assez curieux et qu'on a oublié, c'est qu'en France, le port d'armes a été très très libéral jusqu'aux années 1930. Dans les années 1900, il y a des journalistes du matin qui, pour montrer l'absurdité de la loi, se promènent sur les Champs-Élysées avec des fusils de chasse. C'est légal, on peut se promener sur les Champs-Élysées avec des fusils de chasse. On a le droit à tout sauf au revolver dissimulé. Donc vous imaginez bien qu'il y a malgré tout un potentiel de violence, de tension, de légitime défense qui dérive en violence qui existe. Mais tout de même, oui, la différence, elle est manifeste entre France et États-Unis. Typiquement, quand on regarde le paysage policier et judiciaire aux États-Unis, c'est à l'échelon local que ça se joue. C'est-à-dire que l'essentiel de la gestion de la délinquance, elle se fait en relation avec les autorités locales, qui sont élues d'ailleurs pour ça, là où en France, les problèmes de délinquance sont envisagés avec la place Beauvau et avec finalement les autorités centrales. Dans cette civilisation de la propriété que vous décrivez dans Propriété défendue, le livre publié aux éditions Lombard, on suit la progression des larcins, des types de larcins. Alors évidemment, il n'y avait pas de vol d'autoradio il y a un siècle, il n'y avait pas non plus de vol de
automobile, l'apparition de ces nouveaux objets avec bien évidemment de nouvelles convoitises, comment l'interprétez-vous dans cette histoire que vous faites du vol? En fait, l'histoire du vol, c'est un peu l'histoire des objets et de la civilisation matérielle et de leur diffusion. C'est très significatif parce qu'au XIXe siècle, les vols typiques sont des vols de vêtements. Des vols de vêtements, alors qui évoluent, hein, c'est des vols très misérables évidemment, mais voilà, on vole principalement des habits, et y compris notamment du linge qui sèche tout simplement, parce que c'est assez facile, il y a un effet d'opportunité. Au début du XXe siècle, et ça restera vrai pendant toute la première moitié du XXe siècle, on vole des bicyclettes. Les bicyclettes, il n'y a rien de plus facile à voler, surtout que les inventions permettant d'attacher les bicyclettes sont Ça n'a pas tout à fait au point. complètement changé à cet égard. Exactement. Et l'automobile va prendre sa place, tout simplement. Alors, au milieu du XXe siècle, hein, le vol d'automobile, c'est typique des années 1950-60. Ça a commencé bien sûr bien avant, mais j'ai quand même souvenir d'avoir lu dans l'Auto-Journal, l'ancêtre de l'équipe, en 1910, il y a un article assez savoureux justement d'un journaliste qui constate qu'il y a eu des vols d'automobile et qui trouve ça invraisemblable et qui dit voler une automobile, mais pourquoi pas voler la Tour Eiffel? Comme si justement c'était insensé. Bon, on sait que ça va se développer par la suite. Mais d'ailleurs, vous citez l'historien Michel Vinocq qui, en 1968, déplore le vol de son automobile. Qu'est-ce que vous en tirez, justement? Alors, c'est un peu un clin d'œil à un historien que j'admire beaucoup hein, ici, et c'est vrai que dans son journal, Michel Vinocq l'évoque, et ce qui est intéressant, ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est que le journal de Michel Vinocq est un journal politique. Et c'est une des rares notes de vie privée qu'il intègre dans ce journal politique. Et je trouve ça significatif parce que justement, on est à la croisée de quelque chose qui touche à l'intime. Le vol, c'est une affaire personnelle, mais qui touche aussi justement à sa vie citoyenne et politique. Alors, ce qui est intéressant avec le vol d'automobile, c'est qu'il est aussi le premier vol assurable. Puisque dans les années 1950-60, on a une obligation de l'assurance automobile, et les assurances automobiles qui vous protègent en tant que conducteur vont, dans la quasi-totalité des contrats, vous protéger en tant que propriétaire. Et c'est ce qui permet de changer aussi ce régime de rapport au vol, parce que à partir du moment où le véhicule, l'objet volé est assuré, il peut être remplacé, le vol n'est plus une menace, il devient un risque. Mais alors, précisément dans cette histoire du vol, Arnaud Dominique Hout, il y a aujourd'hui plus d'objets, probablement plus de choses à voler qu'hier, c'est évident, puisqu'on vole peu de chemises ces temps-ci, donc il y a moins de petits larcins tels que ceux que vous décrivez dans votre livre. Le vol de pain est plus criminalisé. Est-ce que ça signifie